Salut, c'est Clément, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Toi aussi, tu t'es déjà demandé comment fonctionne la blockchain? Alors, pas de panique, je suis là pour t'aider. On va apprendre aujourd'hui comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est qu'un hash, qu'est-ce que c'est qu'un bloc et qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de blocs. Normalement, à la fin, t'es un pro, tu vas voir. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve ici sur l'écran pour vous expliquer comment ça fonctionne le Bitcoin et la blockchain en particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain et le Bitcoin, c'est issu de plusieurs années de travaux de recherche en cryptologie. Il y a plusieurs cryptographes et cryptologues qui ont travaillé sur comment sécuriser différents moyens de communication. Ce qu'on appelle le Proof of Work, donc qui est l'algorithme utilisé par Bitcoin pour sécuriser son réseau, se base sur des années et des années de recherche. Donc on peut citer notamment un des algos qui a été inventé par Adam Back, un des pères entre guillemets de Bitcoin, qui est l'algorithme Hashcash, qui permet de sécuriser les emails. Et donc à chaque fois qu'il y avait un spammer qui essayait d'envoyer un mail, il fallait que le spammer résolve un petit problème mathématique, ce qui lui consommait du temps pour envoyer le mail, et donc du coup ça le dissuadait parce que le temps c'est de l'argent. Et pour le Bitcoin c'est pareil. L'intérêt de toute cette cryptologie derrière Bitcoin et pourquoi c'est si sécure que ça, c'est parce qu'en fait, on se base sur plein de systèmes mathématiques différents pour assurer la sécurité de Bitcoin. Notamment, le fondement de Bitcoin, c'est de s'assurer qu'aucun bloc n'est altéré, que donc aucune information sur la blockchain n'est altérée, et que donc du coup, chaque information est valide et intègre, c'est-à-dire que personne ne l'a modifiée. Et donc pour faire ça, un des algorithmes de base de mathématiques qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle un algorithme de hachage, donc le SHA-256 qui est utilisé ici. Le SHA-256, c'est un identifiant unique et qui permet de représenter de manière fiable et unique un message. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc vous voyez par exemple, si je tape des caractères dans ce bloc data là, on voit que le H en bas, il change. Ok. On voit par exemple si je mets que des A, à chaque fois que je rajoute un A, la valeur elle change. Vous voyez que la taille elle est fixe, la taille de ce H, mais le message change. Maintenant ce qui est intéressant, c'est admettons, je rajoute un message suivant, donc Clément doit 50 $ à Eric. Donc là, on voit que c'est un message qu'on pourrait s'envoyer avec un copain qui s'appelle Eric. Et donc on voit que ce message-là, il a un identifiant qui a été généré par un biais mathématique qui est unique. Donc il commence par 34F et qui termine par CBA. Ok, maintenant, si je tape plein d'autres choses, on voit que ça change, etc. Maintenant, si je remets le même message, on voit que le hash est identique. Il est bien unique, il représente bien ce message. Et donc ça, c'est la base de la blockchain. Ça permet d'être sûr qu'un message n'a pas été altéré. Pourquoi? Parce que si je viens rajouter que Clément doit 150 € à Eric, on voit que l'identifiant a changé. Voilà, donc on sait que normalement, ce qui était attendu, ça a commencé par 34F et ça finissait par CBA. On voit très bien que ce qu'on reçoit, par exemple, admettons on recevait que ce hash là, on voit que ce message il a été altéré. Et donc ça c'est la base de la cryptographie, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui dans le domaine bancaire, dans tous les domaines où on fait de la sécurité, et c'est la base, le fondement des algorithmes en blockchain. Donc maintenant qu'on a dit ça et qu'on a expliqué ce que c'est qu'un hash, on va définir ce que c'est qu'un bloc. Alors un bloc, comme vous voyez, ça contient un message et il a un hash. Ok. Maintenant, une des particularités de Bitcoin et de la blockchain, l'idée c'est de mettre des informations à un endroit, les valider pour être sûr que ça soit valide et qu'on puisse plus les modifier, et puis ensuite enchaîner pour être sûr qu'on ait une suite de messages. Et donc l'intérêt de la blockchain, c'est qu'en fait on se serve du message précédent comme donnée d'entrée. Donc ici là dans ce bloc là, vous voyez, on peut mettre le bloc 0 par exemple. Donc en fait l'idée c'est qu'on se serve de la donnée du bloc d'avant comme donnée du bloc actuel, plus ce qu'on est en train de faire. Ça va nous permettre de chaîner les différents blocs et donc d'être sûr que si un des maillons de la chaîne est modifié, en fait on le détecte bien au bout de la chaîne. Et ça je l'expliquerai juste après, vous allez voir, ça va être super simple à comprendre. Alors on revient là sur cette histoire de hash et en fait la particularité de Bitcoin, c'est de dire nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un certain coût électrique, une certaine difficulté à trouver ce hash. Parce que si on génère juste le hash de Clément doit 50 € à Eric, 50 $ à Eric, vous voyez, là, même mon ordinateur, il le fait très simplement. C'est des algorithmes qui sont connus, qui sont utilisés partout, ça se fait très vite. Et donc, même si on avait plein de blocs, en fait, quelqu'un pourrait générer très rapidement tous ces hashes. Et le but et l'invention géniale de Satoshi Nakamoto, c'était de dire, ok, on va faire des hashes, mais moi, ce que je veux, c'est que les hashes, ils commencent toujours par un certain nombre de zéros. D'ailleurs, vous le voyez très bien quand vous allez sur un explorer de blocs, vous voyez que quand vous regardez un identifiant de bloc, vous avez toujours un certain nombre de zéros, et ensuite le hash. C'est là où l'invention est géniale, c'est de se dire on va rajouter un paramètre qui va venir complexifier les calculs,
et qui va faire en sorte que moi je veux trouver un message qui soit unique, donc Clément doit 50 $ à Eric, ok, qui soit unique, mais qu'on ait dû faire un effort et que le hash qui soit généré commence par des zéros. Et donc là, je vais vous montrer, je vais cliquer sur miner. Donc on voit que j'ai cliqué sur miner et donc on voit que ça m'a rajouté 4 zéros. 4 zéros, c'est pour les calculs, c'est pour l'exemple. Si je mettais 17 zéros, vous comprenez bien que ça met beaucoup de temps à trouver parce qu'il y a plein de combinaisons possibles. Et donc c'est ça le but du minage, c'est de calculer un problème mathématique et trouver la solution. La solution, c'est en fait, il faut trouver un paramètre qui fait en sorte que le hash généré avec le message que j'ai donné commence par des zéros. Et donc là, vous voyez, par exemple, moi je rajoute des caractères. Ok, donc là on voit que le hash qui est généré par ce message basique, comme on l'a vu dans la méthode précédente ici, le hash qui est généré de manière basique, bah, en effet c'est un hash qui est classique SHA-256, mais il n'y a pas la sécurité qui est rajoutée. Et donc là vous allez voir, l'algorithme va rechercher la solution qui fait en sorte que on trouve un hash par rapport à ce message qui commence par des zéros. Et donc vous regardez bien l'annonce, vous allez voir, il va trouver la solution, donc petit numéro, le petit identifiant, qui, couplé avec les données, va donner un hash qui commence par 4 zéros. Paf, vous voyez, 32 634. Donc c'est ça la puissance qui est liée derrière les algorithmes de Bitcoin, c'est qu'on arrive à avoir une difficulté pour trouver un hash qui commence par des zéros, qui va donner un identifiant de bloc. Et donc c'est ça qu'on appelle calculer un bloc et faire du minage. Faire du minage, c'est à chaque fois qu'on va mettre de la donnée dans un bloc, on veut s'assurer de trouver un hash, donc un identifiant unique de ce bloc, qui commence par des zéros. Et une fois qu'on l'a trouvé, et ben on le soumet à la blockchain et justement on est récompensé, et donc c'est ce que vous entendez souvent par les récompenses de minage. Donc maintenant qu'on a dit ça, on peut introduire le concept de blockchain. Et donc le blockchain c'est exactement la même chose qu'on vient de voir, sauf qu'en fait c'est un chaînage de blocs. Et donc du coup là dans ce bloc maintenant on a plusieurs paramètres. On va avoir un numéro de bloc, on va avoir le nonce, donc le fameux numéro qui va être trouvé, la fameuse réponse à l'équation, la donnée que nous on veut encrypter, le hash comme paramètre aussi précédent, et le hash calculé à l'instant T. Donc admettons, Satoshi Nakamoto a commencé au tout début la blockchain, il a initié le premier bloc, donc il a initié avec un message, mais bon, moi je vais mettre le message Satoshi. Il a miné le premier bloc, paf, donc on voit que le numéro du premier bloc a été identifié. C'est un bloc qui est figé, qui a été calculé, qui est identifié, et dont le résultat au problème complexe qui a été cherché, il vaut de 106 068. Maintenant, on a Clément et Eric qui arrivent et qui veulent s'échanger du Bitcoin. On va dire justement que Clément doit 50 $ à Eric. On voit qu'on prend en paramètre d'entrée le bloc précédent, et on va chercher à calculer le hash de ce bloc, donc avec toutes les données qui sont incluses, pour être sûr de calculer et valider ce bloc. Donc on le mine, tac, et donc on voit qu'il a généré un certain hash. Maintenant, on rajoute un bloc. 50 $ à Eric, et on doit aussi dire que Damien doit 100 $ à Clément, parce que Damien il est riche. Voilà. Et donc là, on va faire la même chose, donc vous voyez, on va miner ce bloc, donc il y a de la donnée avec le bloc précédent, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je viens modifier un bloc? Ici, je suis un acteur malveillant, qui est beaucoup de puissance de calcul, qui permet de tout recalculer toute la blockchain, et moi je viens me dire que en fait, Clément, il doit pas 50 $ à Eric, parce que j'ai pas envie de donner de l'argent à Eric, mais j'en donne 0. Vous voyez, d'un coup, ça a annulé tous les blocs suivants. Vous vous rappelez, on avait dit que chaque donnée avait un identifiant unique. Donc le hash il a changé, donc c'est plus le même. Donc là on voit que ça a invalidé tout le reste de la blockchain, puisque c'est plus du tout les mêmes blocs. Et donc c'est ça le principe de la blockchain, c'est de se dire, en fait on peut pas venir altérer les données, sinon ça annule tous les blocs suivants, puisque comme on se sert des blocs précédents pour générer les blocs suivants, et en fait si on vient toucher un bloc, forcément on vient abîmer le reste de la blockchain et donc la valider. Ok, donc maintenant on va voir le dernier point qui est l'importance de la décentralisation dans la blockchain, qui est l'autre invention géniale de Satoshi. Parce qu'en fait, faire une seule chaîne sur un seul nœud, c'est très dangereux parce qu'un acteur qui contrôle ce nœud peut modifier toute la chaîne et être le seul à vérifier toute la chaîne. Et donc le but de la décentralisation, c'est que tout le monde s'affronte ensemble pour être sûr qu'on ait une majorité, ce qu'on appelle le consensus de Nakamoto, qui disent que laquelle de chaîne est la bonne. Donc par exemple, on va mettre A, B, C, on va mettre que Clément doit 50 $, D. Ok. Donc là on va miner. Je fais le paramétrage et je vous reprends juste après.
Donc ok, donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, on a 3 nœuds différents qui font les calculs. Et donc du coup, chaque nœud a une copie de la blockchain pour s'assurer justement que sa version est bonne. Et donc ce qui va se passer, c'est que le consensus de Nakamoto, on va pouvoir voir tout simplement qui dit vrai et qui a la bonne version. Et on établit que en fait c'est à l'unanimité, on est dans une démocratie sur le Bitcoin. Dès qu'il va y avoir 51% du consensus, donc des personnes qui ont la même blockchain, dans ce cas-là, on va considérer que c'est cette blockchain-là qui est valide. Là, on voit que par exemple, il y a 3 nœuds sur le réseau, avec 3 copies de la blockchain différentes. Donc on voit que le premier bloc, il a comme donnée A, comme donnée B le deuxième, et on voit que dans le troisième bloc, Clément doit $50 à Eric. Dans la deuxième copie de la blockchain, on voit qu'il y a donc premier bloc A, donc on voit que ça matche bien, on voit que les identifiants sont les bons et sont les identiques, donc c'est bon. Le B, pareil, on voit que le deuxième bloc, il a le même identifiant, donc jusque-là, on a la même copie. Et là, on regarde le C, le bloc C, ben là, on voit qu'il a la même copie, donc a priori, Clément doit $50 à Eric, Clément doit $50 à Eric, bon, a priori, on est bon. Troisième nœud, on voit qu'il y a une différence. On voit que l'identifiant, le H, est différent, 0001, et là, on voit qu'il y a marqué 0002. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que Clément, il doit $500 à Eric. Alors que dans les deux autres versions de la chaîne, on voit que Clément, il doit $50 à Eric. Là, on voit que, Eric, il est en train d'essayer de manipuler cette chaîne, il essaie de faire en sorte que Clément envoie plus d'argent, il essaie de détourner un peu la blockchain. Et donc là, l'intérêt et la force de Bitcoin et de la blockchain, c'est la démocratie, c'est la décentralisation. Et donc du coup, Bitcoin va dire, moi, ce que je considère, c'est que la version de la chaîne qui est valide, c'est celle où la majorité est d'accord dessus. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que la majorité, on voit que là il y a trois nœuds, on voit que la majorité, donc 2 nœuds sur 3, sont d'accord sur le fait de dire que Clément il doit $50 à Eric. Ce qui va se passer, c'est que c'est cette chaîne-là qui va être valide. Les autres chaînes vont être invalides. Et donc c'est ça l'invention incroyable de Satoshi, la décentralisation, et donc le fait qu'on ne puisse pas altérer la blockchain, garantir que les registres de compte soient toujours fiables, peu importe ce qui se passe. C'est pour ça que c'est important de s'assurer que la puissance de calcul est bien décentralisée. Et ben voilà, si cette vidéo t'a plu, lâche un petit commentaire et lâche un petit like pour m'expliquer ce que tu as retenu, ce que tu as appris dans cette vidéo. Et surtout, abonne-toi. Allez, salut, à la prochaine. Ciao.